Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous 50 exceptionnel sur la loi de finances 2026. On n'a pas pu retourner à Mogador, ils n'ont pas voulu de nous, ils ont dit que c'est une seule fois par an. De toute façon, il y a le Roi Lion qui est tourné, donc vous ne pouvez pas revenir. On le fait donc en format webinaire, format hybride, puisqu'il y a pas mal de personnes dans la salle aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, c'est évidemment une formation que vous attendiez tous. Pour parler des dispositions de cette loi de finances 2026, dont on peut dire qu'elle est assez riche de nouvelles mesures lourdes fiscalement. Vous avez évidemment suivi les débats. On n'a malheureusement pas encore la réponse du Conseil constitutionnel, qui a été largement saisi par à peu près toutes les forces politiques. Et Laurent me faisait remarquer, y compris par Le Cornu, notre Premier ministre, qui donc a fait voter une loi en 49.3 et est allé interroger derrière pour savoir si c'était la bonne loi. Donc c'est étonnant, c'est une stratégie dont on verra les fruits probablement très rapidement. On ne sait pas exactement quand le Conseil constitutionnel devrait se prononcer, mais on imagine que c'est cette semaine. Compte tenu des délais que la Constitution impose, ça devrait être cette semaine que nous aurons les réponses. Donc évidemment, toutes les mesures qu'on vous présente aujourd'hui sont sujettes à d'éventuelles censures, et notamment, et c'est Laurent qui la présentera, la taxe sur les holdings, qui nous semble être la mesure la plus à risque, si on peut parler de risque, de censure du Conseil constitutionnel. Alors cette loi de finances 2026, on va la présenter à 4 voix, avec nos amis notaires. Vous savez que c'est un partenariat de longue date entre l'Ordre des experts comptables de Paris et les notaires, de faire cette loi de finances ensemble, à Mogador habituellement, et depuis 2 ans avec ce format webinar. Et donc on est accompagné d'Aliénore Deguerre-Benelli, qui est notaire et qui était intervenu à Mogador, mais aussi de Jérôme Cesbron. Bonjour Jérôme, qui, lui vous le connaissez, alors lui c'est un historique, il est à chaque fois, Mogador, webinar, il est tout le temps là. Et donc on est évidemment ravis de vous avoir tous les deux avec nous pour parler de ces différentes mesures. Et côté expert comptable, je suis accompagné de Laurent Benoudis, le monsieur fiscalité du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris, ex-président de l'Ordre et président du club fiscal de Paris-Île-de-France. Et donc moi-même, Gilles Bossigère, président de l'Ordre de Paris. On va vous parler donc de la loi de finances. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin, on évoquera l'actualité toute chaude, toute fraîche. Je ne sais pas si elle est chaude ou fraîche d'ailleurs. Elle est fraîche et chaude en même temps. Tiède. Elle est tiède alors. De la réponse ministérielle sur les associés de sociétés qui exercent des professions libérales, puisqu'on a une réponse ministérielle qui fait beaucoup de bruit, puisqu'elle concerne notamment les experts comptables, mais nous on pense pas uniquement les experts comptables. Donc on va essayer de garder 5 minutes à la fin pour vous parler de ça, et surtout Laurent, parce qu'il est chaud bouillant depuis 2 jours, il m'envoie une tonne de WhatsApp sur ce sujet, donc on le laissera faire sa synthèse de sa réflexion sur cette thématique. Je vous propose qu'on attaque, je m'occupe du chat. Alors vous le savez maintenant, depuis 2 semaines, on a quelques problèmes techniques sur le chat, donc je vais essayer de suivre les questions, mais je pense que ça va être délicat de suivre et de poser toutes vos questions, donc vous énervez pas. Moi, je vais faire de mon mieux avec un chat un peu défaillant, et je vous propose donc qu'on attaque, et c'est Laurent Benoudis qui attaque en premier. Eh bien, merci beaucoup Gilles pour cette brillante introduction. On va attaquer tout de suite avec la fiscalité du patrimoine, et notamment la prorogation et l'aménagement des modalités de calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Alors cette contribution différentielle, vous savez qu'elle était au départ prévue pour 2025 avec une spécificité qui était le versement d'un acompte le 15 décembre. En fait, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on paye l'impôt de l'année même, et que cet impôt, qui est un impôt sur le revenu, n'est pas calculé par l'administration, mais bien par le contribuable. Cette disposition, qui était applicable pour 2025, est prorogée sur 2026, mais avec un certain nombre d'aménagements. Premier aménagement, le changement qui va concerner la prise en compte des revenus exceptionnels. Ce que nous dit aujourd'hui le texte, c'est que la version 2026 de la CDHR, qui vise, pour rappel, tous les contribuables qui sont domiciliés
en France et dont le revenu fiscal de référence, qui est un revenu fiscal de référence ajusté, il y a des ajustements à faire sur ce revenu fiscal de référence, excède 250 000 euros, vous savez, pour les contribuables qui sont célibataires et 500 000 euros pour ceux qui sont soumis à une imposition commune, ça vise à la fois les couples pacsés ou mariés. Et donc l'idée, c'est que lorsqu'on est dans ces conditions-là, il doit avoir un taux effectif d'imposition qui doit être d'au moins 20%, compte non tenu des prélèvements sociaux. Donc on est déjà à 20 plus 18,6 ou 17,2 selon la nature des revenus perçus en 2025. Et donc cette contribution est prorogée jusqu'à ce que le déficit public soit réduit à 3% du PIB. Alors on connaissait déjà ce type de mesure puisque pour la CEHR, c'était le retour à l'équilibre des finances publiques. Alors là, on n'y croit pas. Les 3% du PIB, sur les 6 dernières années, on ne les a pas atteints. Alors est-ce que par miracle, ça arrivera dans les années qui viennent? On ne sait pas, mais bon, vous pouvez partir du principe que la CDHR est un impôt qui commence à ressembler à quelque chose d'assez pérenne. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours cette contrainte un peu particulière qui consiste à devoir verser le 15 décembre, au plus tard, un acompte égal à 95% du montant de la contribution qu'on a calculé, en se basant à la fois sur les revenus qu'on a perçus du 1er janvier au 30 novembre, et en estimant les revenus qu'on va percevoir au mois de décembre. Donc il ne faut pas se planter. Ça pose une sérieuse difficulté, parce qu'il est toujours possible qu'une grosse opération de cession de titres intervienne à la fin de l'année, c'est souvent le cas, et lorsqu'on est dans cette situation-là, on n'avait pas trop de difficultés en 2025 parce que ces revenus exceptionnels, avec le mode de calcul qui était retenu, faisaient en sorte qu'on avait rarement de la CDHR à payer. En 2026, c'est différent, puisque la prise en compte, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, du calcul fait que les revenus exceptionnels, désormais, devraient pouvoir être soumis en partie à la CDHR. Et donc, si le 15 décembre, votre client n'a pas signé l'acte de cession, il va falloir prendre une option. Parce qu'on considère que les conditions sont faites et que la vente va bien se faire et payer la CDHR, ou prendre le risque de ne pas le faire, au risque en fait de vous retrouver avec une pénalité de 20% sur l'écart entre le montant de la CDHR qu'il aurait fallu payer et la compte que vous n'avez pas versé ou que vous avez minoré. Au-delà de l'aléa, tu peux aussi avoir un sujet de trésor. Parce que si tu n'as pas encore encaissé le cash le 15 décembre. Absolument. Tu n'as pas encore encaissé la vente, il faut déjà que tu payes l'impôt d'avance. C'est quand même un truc de dingo quand on y pense en 2 minutes. Alors, comment on ajuste le revenu fiscal de référence? Eh bien, on règle le problème de l'abattement de 500 000 euros pour le départ en retraite et l'abattement de 40%. Et puis, de la même manière, les abattements pour durée de détention des titres qui restent inclus dans l'assiette de la CDHR, comme c'était le cas pour la CEHR. On a également des précisions sur la prise en compte de la situation de famille lorsque vous avez un mariage ou un divorce au cours des 3 années précédentes. Comment on calcule le revenu fiscal de référence du couple, puisqu'évidemment il faut additionner ou au contraire diviser celui-ci entre les partenaires. Et donc on nous explique aujourd'hui de manière bien plus détaillée qu'il faut prendre les 3 années précédentes, alors qu'avant c'était les 2 années précédentes, pour calculer la moyenne des revenus, pour savoir si on rentre dedans ou pas. Un bug qu'il a fallu corriger, parce que ça c'était vraiment un gros sujet, c'est-à-dire que ces contribuables-là qui faisaient des dons se retrouvaient avec un impôt plus faible, mais comme on te demande d'avoir au moins 20% d'impôt, tu te retrouvais à payer de l'impôt, et donc plus aucun intérêt à faire des dons, ce qui était quand même un sacré problème, de découvrir à la fin de l'année que les dons que tu avais faits au début d'année ne venaient pas en déduction de tes impôts, puisque tu avais cet impôt minimum de 20% à payer. Désormais, le montant de l'impôt sur le revenu est majoré de cet avantage fiscal qui est procuré par la réduction d'impôt, de telle sorte qu'on tient bien compte effectivement de la déduction d'impôt qui est liée à ces dons. Et ce qui n'a pas été corrigé, c'est le PER. Les versements PER, eux, peuvent continuer à devenir inefficaces. Tout à fait. Donc il faut verser dans un PER que si vous n'êtes pas soumis à la taxe de vin. Alors pourquoi, en 2025, lorsqu'on percevait des revenus exceptionnels, on n'était quasiment jamais soumis à la CDHR? Eh bien parce que le calcul qui était proposé par l'administration fiscale consistait à retenir la CEHR pour l'intégralité de son montant. Or, vous voyez le petit exemple qui apparaît à l'écran, c'est que si vous payez effectivement 4% sur 25% d'une somme et 25% de 12,8, vous vous retrouvez en fait avec un taux effectif qui est de 28,8.
d'accord, en fait, vous vous retrouvez à payer à minima 28,8% de votre d'impôt sur le revenu à prendre en compte, et donc on est systématiquement au-dessus des 20. Et donc dans la formule de calcul, il y avait ce bug qui était la prise en compte de la CEHR pour l'intégralité de son montant et non pour le quart de son montant, comme on prend le quart du revenu et le quart de l'impôt à 12,8, et il faudrait évidemment prendre le quart de l'impôt à CEHR. Et donc pour 2025, pas de sujet, dès que vous aviez un revenu exceptionnel, vous pouviez considérer que vous étiez hors champ de la CEHR, CDHR. C'est corrigé pour 2026, puisque maintenant il va falloir prendre le quart du montant de la CEHR. Et donc là, évidemment, vos revenus exceptionnels vont rentrer dans le champ avec cet avantage d'être taxés qu'à hauteur d'un quart de leur montant, et non pas de l'intégralité de leur montant. Donc c'est quand même important d'être capable de distinguer si c'est un revenu exceptionnel ou pas un revenu exceptionnel. Alors, qu'est-ce que les revenus exceptionnels ? Le cas qui est le plus simple, c'est celui des plus-values de cession, où, à l'exception des cas exceptionnels où vous avez un contribuable qui procède de manière régulière et habituelle à des plus-values de cession, on peut imaginer que votre client qui vend les titres de sa société réalisera bien une plus-value de cession exceptionnelle. Sur les dividendes, c'est le raisonnement plutôt inverse, c'est-à-dire qu'on part du principe que les dividendes sont des revenus qui ne sont pas exceptionnels. Maintenant, il est possible d'identifier peut-être des cas où, en pratique, le dividende est un dividende exceptionnel. Ça peut concerner, par exemple, une distribution massive de réserves ou, pourquoi pas, des dividendes qui résulteraient d'une holding qui aurait vendu une de ses participations et dégageant un produit très significatif et qui déciderait de le distribuer. On pourrait expliquer que c'est un revenu qui est exceptionnel, qui n'a pas de raison de se renouveler, puisqu'on ne vend pas tous les matins une filiale pour un montant important. Donc voilà, donc c'est sur ces deux cas de figure, une analyse évidemment au cas par cas qui va permettre d'identifier si on a affaire ou pas à des revenus exceptionnels. Et l'enjeu n'est pas anodin, puisque c'est une assiette de taxation qui est réduite de 75%. Donc ça a quand même c'est un petit sujet quand même. Donc voilà sur la mise à jour de la CDHR. Et donc là, on va parler de la taxe sur les actifs non professionnels des sociétés holding patrimoniales. Sur ce sujet, on était parti au départ dans le projet du gouvernement sur une taxe de 2% qui concernait en fait tous les actifs détenus par les holdings, actifs non professionnels, incluant évidemment la trésorerie, ce qui avait fait beaucoup parler la presse économique notamment. Et puis le Sénat est arrivé et a dit non, en fait, on ne va pas faire une taxe de 2%, on va faire une taxe de 20%. Alors, quand vous avez une taxe de 20%, on comprend bien que l'objectif, c'est que personne ne la paye. C'est plus une taxe dissuasive qu'une taxe qui vise à obtenir un rendement. Parce que le gars qui paye 20% sur un actif logé dans sa holding, une année, il va faire en sorte de jamais la payer la deuxième année, sinon il est déjà à 40% de la valeur de l'actif. S'il paye 3 ans, ça fait 60%. Résultat, au bout de 5 ans, il a payé 100% d'impôt. Bon, on peut imaginer qu'il aura trouvé des solutions pour limiter ça, et s'il se fait attraper la première année, il ne recommencera pas la deuxième. Donc l'objectif, c'est bien de faire en sorte qu'il n'y ait plus, dans les sociétés holding à l'IS, de biens somptuaires. Alors, on va voir que les biens somptuaires, c'est tout ce qui est yacht, voitures de sport, objets d'art, vins, chevaux de course, etc. Il y a des critères à remplir. Il faut notamment que le total de l'actif soit au moins égal à 5 millions pour commencer à rentrer dans le champ de cette taxe. On se retrouve avec une taxe qui va être due pour la première fois au 31 décembre 2026. Autant c'était compliqué dans les débats en 2025 sur la finance, parce qu'on se retrouvait avec un délai hyper court pour être en mesure de réagir. Bon, là, on a quand même plusieurs mois pour décider de sortir d'une manière ou d'une autre ces actifs, si jamais c'est le cas de la holding, pour qu'ils ne soient pas taxés, parce que si au 31 décembre 2026, ils ne sont pas inscrits à l'actif du bilan, eh bien, vous n'aurez pas à payer d'impôt sur ce montant. Alors, comment on détermine l'assujettissement ? D'abord, il faut que la valeur vénale de l'ensemble des actifs soit supérieure à 5 millions. Quand je vous parle de valeur vénale, c'est bien la valeur vénale et pas la valeur comptable. Et l'ensemble des actifs, c'est y compris les actifs qui ne sont pas des actifs somptuaires. Donc si vous avez par exemple
10 millions de trésorerie et un yacht de 1 million, eh bien vous allez être à 11 millions. Et donc, même si le yacht, lui, ne vaut pas 5 millions mais que 1 million, il est soumis à la taxe de 20%. Il faut qu'au moins une personne physique détient plus de 50%. Mais l'administration fiscale nous explique qu'une personne physique, c'est à la fois la personne, mais c'est également son conjoint, son partenaire, son concubin, ses enfants, ses frères, ses sœurs, enfin bon, c'est toute la famille. Et donc, La famille est grande. Voilà, la grande famille. Et tout ça, c'est une seule personne physique selon l'administration dans sa définition de ce qu'est une personne physique. Et enfin, il faut que la holding perçoive des revenus passifs qui représentent plus de 50%. Alors, qu'est-ce que des revenus passifs ? Je crois qu'on a... Alors voilà, ça c'est pour les critères de détention, comment on définit ce qu'est une personne physique. D'accord, c'est partenaire, concubin notoire, ascendant, descendant, frère, seul, tout ça, pour l'administration fiscale, c'est une seule personne physique. Et alors, qu'est-ce que les revenus passifs ? Vous avez la définition ici, c'est tout ce qui est dividendes, intérêts, produits d'obligations, créances, dépôts et cautionnements. Toutes les redevances de cession ou de concession de licence d'exploitation. Alors ça peut intéresser éventuellement des clients qui perçoivent des produits relatifs à des brevets ou des marques utilisées par leur filiale et qui sont versés à la holding. Donc ils peuvent se retrouver dans ce cas de figure. Tous les produits d'auteur, les loyers. Si vous encaissez des loyers parce que vous êtes à l'immobilier, c'est considéré comme un revenu passif. Et évidemment, les produits de cession de ces biens sont considérés comme également des revenus passifs. Ça veut dire qu'une SCI, une SCI qui est détenue par les membres d'une famille et qui a un immeuble à l'actif, ou plusieurs immeubles, pour un total supérieur à 5 millions en valeur vénale, est dans le champ de la taxe sur les holdings. D'accord, puisque 100% de ces revenus sont des revenus considérés comme étant passifs, c'est des loyers. Ça veut dire que ça ne va pas intéresser que les holdings, ça peut intéresser aussi les sociétés immobilières dont le total de l'actif est supérieur à 5 millions qui sont soumises à l'IS. Pourquoi cette précision est importante ? Parce que dans la liste des biens susceptibles d'être soumis à cette taxe de 20%, on a les biens affectés à l'exercice de la chasse et de la pêche. Bon, je ne suis pas certain que vous avez beaucoup de clients qui sont concernés par ça. On a les véhicules de tourisme. Donc ça demande à avoir un certain nombre de précisions pour savoir à quel moment ils sont concernés. Évidemment, il y a aussi les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs. Tout ce qui est bijoux, métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vin et alcool, et logements. Alors là, les logements, c'est un peu particulier. On nous dit que c'est les logements dont la personne physique, au sens des dispositions combinées, etc. Donc là, on parle de la personne qui se retrouve à détenir la société. Donc c'est à la fois toi, mais également ton concubin, ton époux, tes enfants, tes frères, tes sœurs, bénéficient de la jouissance, soit à titre gratuit, ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, mais également les logements loués fictivement. Alors là, on ne sait pas ce que c'est qu'une location fictive. Est-ce que le fait de comptabiliser par le crédit du compte courant un loyer est un loyer fictif, il faut qu'il soit effectivement payé. Est-ce qu'on peut passer une écriture comptable pour dire, bah voilà, je considère qu'il y a une sorte d'avantage en nature et donc je le comptabilise comme si c'était un loyer au prix de marché, ça suffira, ou on considérait que c'est un loyer fictif. On attend éventuellement des précisions pour savoir de quoi on parle. Mais j'attire votre attention sur le fait que si le logement occupé à un loyer inférieur au prix du marché, il est susceptible d'être soumis à la taxe de 20%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand l'administration fiscale venait contrôler dans une SCI qui détenait un immeuble, l'usage qui pouvait être fait de certains appartements mis à disposition pour des loyers réduits aux enfants ou à des membres de la famille, on va se retrouver à devoir assujettir la valeur de ces logements qui répondent à ces questions à la taxe de 20%. Or, je ne pense pas que ça soit l'objectif. Et on était avant dans un risque fiscal de discussion sur la valeur du loyer avec l'administration qui concernait éventuellement un revenu distribué à hauteur du loyer, que l'administration aurait estimé être le bon, plus un rappel au niveau de la société. On se retrouve maintenant avec une sanction excessivement lourde, c'est 20% de la valeur du bien. Et si on a un rappel sur 3 ans, c'est 60% de la valeur du bien.
Donc là, c'est absolument astronomique. Et donc les conséquences sont absolument insupportables, en vérité. Donc il faut être plus que vigilant, dans l'hypothèse, évidemment, où le Conseil constitutionnel ne censure pas ce dispositif. Quand on regarde les discussions d'experts sur ce sujet, est-ce qu'il y a un risque de censure ou pas? Il y en a qui te disent oui, parce que c'est confiscatoire, parce qu'il y a de rupture d'égalité, voilà. Puis il y en a qui te disent bah non, parce qu'en fait ça a déjà été fait, des lois d'exception comme ça, et donc on ne sait pas quelle va être la décision qui va être prise par le Conseil constitutionnel. Mais si jamais le dispositif est maintenu, il faudra être particulièrement vigilant sur tous vos clients qui détiennent des sociétés civiles immobilières, avec à l'actif un montant supérieur à 5 millions en valeur vénale, et dont une partie des biens est utilisée par vos enfants, par votre famille, par des personnes ou par vous-même. Est-ce que le loyer est le bon loyer? Il va falloir argumenter ça de manière sérieuse parce que les conséquences fiscales en cas de rappel sont bien plus lourdes, évidemment, que dans l'hypothèse où on nous parlait d'un revenu distribué. Sur l'assiette d'imposition, on va pouvoir déduire les dettes. Je ne vais pas vous lire tout ça parce qu'évidemment, d'abord, je n'y vois rien, c'est écrit trop petit. Donc c'est une bonne raison. Mais la deuxième, c'est que c'est un peu les mêmes règles qu'en matière d'IFI. Vous savez que quand vous avez des dettes, si c'est des dettes que vous avez contractées auprès de vous-même, elles ne sont pas déductibles. Si c'est des dettes qui sont in fine, on les retient par 20e si on n'a pas d'échéance. Enfin, voilà. Donc un peu les mêmes règles qu'en matière d'IFI pour déterminer en fait quelle est l'assiette d'imposition à cette taxe de 20%. Il y a une clause de sauvegarde pour les actifs qui sont affectés à une activité économique. Concrètement, ça veut dire que si vous avez un immeuble à l'actif de votre bilan et qui est mis en location, mais que le locataire est une filiale de la société, par exemple, qui est une société industrielle, commerciale, artisanale, libérale, etc., eh bien dans ce cas-là, elle n'est pas soumise à la taxe de 20%. Évidemment, on ne vise que les biens somptuaires non exploités dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Donc voilà pour cette taxe dont on attend impatiemment de savoir si elle va s'appliquer ou pas. C'est une question d'heures, voire de jours. Alors, il y a eu également un renforcement de ce dispositif d'apport-cession, vous savez, le 150 obétaire, bien connu, qui date de 2012. À l'époque, on était dans un système où les apports étaient en sursis. Et puis le législateur a dit non mais il faut arrêter ces histoires de j'apporte les titres et l'holding, et puis ensuite la holding revend les titres quelques heures ou jours après l'apport. Et évidemment, le produit de cession qui est capté par la holding n'a pas payé l'impôt puisque la plus-value a été placée à l'époque en sursis, maintenant en report d'imposition. Et donc on se retrouve dans un schéma où on encaisse 100% du prix de vente sans payer d'impôt. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui encaissons le prix de vente, c'est la holding qui ensuite doit en faire ce qu'elle veut. Qu'a dit le législateur? Il a simplement repris la jurisprudence qui avait été élaborée par le Conseil d'État en disant si c'est une opération qui est tout à fait valable et que ce n'est pas de l'abus de droit, à condition qu'il y ait un réinvestissement dans une nouvelle activité économique. Ce qui avait présidé à cette analyse par le Conseil d'État, c'est de dire en fait, les opérations d'apport de titres, elles sont en franchise d'impôt parce que ça favorise le regroupement des entreprises, et ça, regrouper les entreprises, c'est bien. C'est-à-dire que si on prend deux PME, on les additionne, ça en fera une plus grosse, plus solide. Et donc, évidemment, le dispositif qui permet d'exonérer d'impôts ces opérations, il a du sens. À condition, évidemment, que tu apportes les titres à ta holding et qu'ensuite, cette holding, elle réinvestisse dans un nouveau projet, tu es dans l'esprit du législateur, et donc il n'y a pas d'abus de droit. Si par contre, au moment où tu fais cet apport, tu réinvestis pas dans une activité économique, eh bien, dans ces cas-là, ça veut dire que tu as essayé de faire ça, tu as détourné l'esprit du législateur et tu as fait ça dans un but d'optimisation patrimoniale et de réduction d'impôts. Et donc, c'est ce qu'a codifié en 2012 le législateur en disant, voilà, on apporte les titres à une société holding, on va être placé en report. Pourquoi en report? Parce qu'en report, tu déclares la plus-value à l'administration fiscale, ça lui permet de la suivre, alors qu'en sursis, tu ne déclares rien. Et ensuite, tu vas avoir un délai pour réinvestir. Et il faut que dans les 2 ans qui suivent la cession de tes titres, si l'apport a eu lieu moins de 3 ans avant, tu réinvestisses au moins 50%. Et puis, de fil en aiguille, les conditions sont durcies puisqu'on est passé à 60% de réinvestissement. Et les dernières décisions sont de passer de 60 à 70% de réinvestissement.
Donc quand tu fais ce type d'opération, c'est 70% du produit de cession que tu dois réinvestir. Alors évidemment, 70%, la marche est un peu plus haute que les 50 qu'on avait il y a quelques années. Et donc, l'administration nous laisse désormais 3 ans pour faire ce réinvestissement à hauteur de 70%. Toutes les activités financières sont exclues du champ du réinvestissement. Donc ça, c'est un resserrement en fait des sociétés éligibles. Et puis, une question qui était souvent posée par les clients, c'est de dire mais combien de temps il faut que je conserve les titres? La loi ne prévoyait rien. Et c'est l'administration qui, dans ses commentaires, nous expliquait que pour eux, il fallait que l'investissement soit pérenne. Et puis il y avait un petit renvoi écrit en petit et marqué qu'à partir du moment où les titres sont conservés au moins 12 mois, on considère que l'investissement remplit les conditions de pérenne. Et donc on a tous compris qu'il fallait au moins 1 an de conservation des titres après le remploi pour pouvoir remplir l'obligation. Là maintenant, l'administration fiscale nous dit non, le législateur nous dit non, la durée de conservation, c'est pas 1 an, c'est 5 ans. Et puis, dernier point qui doit attirer votre attention de manière importante. On est toujours en 2012 avec cette loi de finances rectificative qui avait été votée juste après l'arrivée de François Hollande, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qui visait en fait 3 types d'optimisation, les cessions d'usufruit temporaire, et donc c'est l'article 13.5 du CJ qui a été créé, les apports-cessions, voilà le dispositif, et un 3e qui était les donations avant cession. Avec l'objectif de dire, si tu fais une donation avant cession, en vérité, tu dois faire en sorte que si dans les 18 mois de la donation, il y a une cession, eh bien, c'est le donataire, c'est les enfants qui vont payer l'impôt de plus-value que tu n'as pas payé parce qu'il a été purgé au moment de la donation. Le Conseil constitutionnel a invalidé le dispositif, en considérant que ce n'était pas possible d'avoir à la fois et des droits de succession, et des droits de donation, et un impôt de plus-value. Mais il y a, dans son nettoyage du texte de cette loi de finances rectificative, il a oublié un paragraphe qui visait exactement la même chose. C'est 18 mois dans l'hypothèse où il y a une donation et une cession des titres, de la plus-value en report. Et donc la plus-value en report s'est trouvée à devoir être transférée au donataire au moins pendant 18 mois, dans l'hypothèse où il y avait une cession qui suivait une donation. Donc quand on a une plus-value au report et qu'on fait une donation à ses enfants, il faut avoir en tête qu'on leur transmet cette plus-value au report qui devrait générer de l'impôt si, à l'époque, dans les 18 mois, il y avait cession. Ces 18 mois ont été portés à 5 ans, et maintenant on nous dit que les 5 ans sont devenus 6 ans. Ça veut dire que si vous avez un apport de titre, pas nécessairement dans le cadre d'une opération de donation en cession, d'apport-cession. Vous apportez les titres à une holding parce que vous souhaitez réinvestir dans d'autres activités. Enfin voilà. Vous apportez les titres à une holding, vous avez une plus-value au report. Si au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous décidez de faire une donation de ces titres à l'un de vos enfants, et que dans les 6 ans qui suivent cette donation, il y a une cession des titres qui ont été apportés, eh bien c'est vos enfants qui paieront l'impôt sur la plus-value au report. Donc c'est quand même un sujet. Et c'est même 11 ans. Si le réinvestissement, si l'apport a donné lieu à cession puis réinvestissement, c'est fait via des supports indirects. C'est 11 ans pour purger Donc ça veut dire que apporter les titres à une holding, c'est pas une opération anodine. Ça entraîne des conséquences immédiates avec cette plus-value au report qu'il faut placer, mais ça veut dire aussi qu'on doit être particulièrement vigilant, en tout cas de cause au moins un minimum en informer le client, lorsqu'on a ce risque de transmettre cette plus-value au report à nos enfants dans le cadre d'une donation qui pourrait être faite et qui serait suivie ensuite d'une cession des titres. Donc voilà le sujet. Dernier point, et après je vais passer la parole parce que mon temps est épuisé, c'est cette fameuse case 2OP. Alors la case 2OP, j'imagine que vous la connaissez tous. Qu'est-ce qu'elle dit cette case 2OP? Elle dit que si tu la coches, tu n'es plus soumis à l'imposition à la flat tax, donc les 12,8 plus les 18,6 ou les 17,20, mais tu es soumis à l'imposition au barème avec les abattements pour durée de détention ou les 40% si c'est des dividendes. Et lorsque tu cochais cette case, le texte prévoyait que c'était une option qui était irrévocable. Ce qui n'était pas sans poser un certain nombre de difficultés, notamment lorsque tu t'es planté dans le calcul et que tu t'es dit que c'était plus intéressant de cocher la case que de ne pas la cocher, et puis tu découvres en fait que ce n'était pas une bonne idée et tu veux revenir en arrière en te dit non.
Mais c'était encore plus embêtant si tu cochais la case en pensant que tu avais droit à un abattement de 85%, parce que tu avais revendu des titres que tu avais acquis au cours des 10 premières années, et puis que l'administration fiscale venait t'expliquer que non, pas du tout, c'était pas éligible à l'abattement de 85%. Et dans ces cas-là, tu ne pouvais pas dire, bon bah ok, on est dans le délai de reprise, taxez-moi au PFU. Et là, l'administration fiscale dit, bah non, tu as coché la case de OP, tu ne peux pas déposer de déclaration rectificative, et donc tu es nécessairement taxé au barème, sans abattement, si l'abattement disparaît. Ce qui est quand même un sérieux problème. Et donc, il y avait des piles de contentieux qui commençaient à s'accumuler. On avait fait plusieurs tentatives. Je me rappelle avoir fait porter par, à l'époque, Mohamed Lakila, député, une proposition de modification pour qu'on puisse revenir sur cette irrévocabilité de la case de OP. Et la réponse de l'administration à l'époque avait été de dire, ah bah non. La réponse du ministre, c'était de dire, ah ben non, on veut éviter que les gens ils fassent des choix, des allers-retours, etc. Bon, il n'y avait aucune raison d'imaginer que quand tu coches la case, tu ne peux pas revenir en arrière, alors qu'à l'inverse, le fait de ne pas cocher la case te permettait, dans un deuxième temps, dans le cadre de ton délai de reprise, de déclarer à nouveau une déclaration rectificative et de cocher la case. Et donc, la recommandation qu'on faisait à tous les clients qui avaient des grosses plus-values et pour lesquelles, dans le calcul, on identifiait qu'il était plus intéressant de cocher la case, on recommandait en fait de ne pas la cocher, d'envoyer la déclaration sans la case de OP cochée, puis ensuite d'introduire une déclaration rectificative qui vaut réclamation contentieuse et de demander à l'administration de bien vouloir nous accorder la modification. Et là, il y avait évidemment vérification des conditions d'application des abattements, etc. Et donc on était dans une situation où, dans l'hypothèse où c'était rejeté, on avait au moins la flat tax à 30%, enfin 31,6 aujourd'hui. Donc voilà, maintenant on n'a plus cette contrainte et on va pouvoir, dans l'hypothèse où on s'est trompé, corriger, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Dernier point, mais que vous connaissez déjà puisque ça date de la fin de l'année dernière, c'est la hausse de la CSG de 17,2 à 18,6. Ce qui complique un peu le sujet, c'est que ça ne concerne pas tous les revenus. Voilà. Mais bon, j'imagine que comme c'est un truc qui date maintenant de 2 mois, vous le connaissez par cœur. Voilà. Donc je vais tout de suite passer la petite zapette à Aliénor. Merci Aliénor. Laurent. Avant Aliénor que tu Oui. attaques, Frédéric a posté le support sur le chat parce qu'il nous est beaucoup réclamé. Donc pour ceux qui veulent le télécharger, vous avez le lien sur le chat. Et comme on n'est pas en avance, je n'ai pas dit qu'on était en retard, mais on n'est pas en avance, je réponds aux questions directement sur le chat. Rendez-vous aux 50, c'est moi. Donc c'est moi qui réponds. N'hésitez pas à poser vos questions et je réponds par écrit. Je te laisse la main. Merci. Alors, pour continuer sur l'aspect patrimoine, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, c'était donc l'aménagement du pacte du Treil pour les transmissions. Et donc, le nouvel article de la loi de finances pour 2026 exclut du dispositif de l'exonération partielle certains biens somptuaires qui ne sont pas exclusivement affectés par la société à l'activité opérationnelle. Donc cette liste de biens, elle est quasi identique à la liste des biens somptuaires pour la taxe sur les holdings. Et donc, si ces biens ne sont pas exclusivement affectés à l'activité éligible, ils sont exclus de l'assiette de l'exonération partielle à hauteur de 75%. Donc là est repris l'article avec toutes les conditions et la liste des biens qui sortent de la fraction éligible. Également, deuxième point important, c'est l'allongement de l'engagement individuel de conservation qui passe de 4 ans à 6 ans. Donc pour les sociétés où on a un engagement collectif de 2 ans minimum, donc l'engagement individuel qui court à compter de l'expiration de l'engagement collectif, lui passe de 4 ans à 6 ans. Donc on a une durée minimum totale qui passe de 6 ans à 8 ans. Donc sauf cas de l'engagement réputé acquis, où là, pour certaines conditions, on n'a pas ce délai de 2 ans d'engagement collectif. Mais sinon, donc l'engagement individuel, pour tous ces cas, passe de 4 à 6 ans. Et pour les entreprises individuelles également, c'est calé. La même durée est calée donc de 4 à 6 ans. Ensuite, la loi de finances instaure un nouveau régime de bailleurs privés, le dispositif Jeanbrun.
Alors, les logements concernés sont les logements qui sont situés en France dans un bâtiment d'habitat collectif, qui sont acquis neufs ou en état futur d'achèvement et qui sont donnés en location à titre de résidence principale. La déduction également s'applique pour les logements que le propriétaire, que le contribuable fait construire. Et cette déduction, elle est appliquée en contrepartie d'un engagement par le propriétaire de louer pendant une durée minimale de 9 ans et de respecter les plafonds de loyer et de ressources, donc location intermédiaire, location sociale ou très sociale. L'amortissement ne peut pas être pratiqué sur la valeur du foncier et donc cette valeur est estimée forfaitairement à 20% du prix d'acquisition. Et le taux d'amortissement est fixé à 3,5% pour les logements qui sont affectés à une location intermédiaire et à 4,5% ou 5,5% si on est en location sociale ou très sociale. La somme des déductions est plafonnée, elle ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer. Et il y a une majoration de 2 000 ou 4 000 € lorsque plus de 50% des revenus bruts sont issus de la location sociale ou très sociale. Si l'une des conditions n'est pas respectée, le revenu foncier net au cours de l'année de laquelle intervient l'événement est majoré du montant de l'intégralité des amortissements déduits. Donc, sauf cas de force majeure, mais donc la sanction est assez lourde. Et le dispositif est contraignant puisqu'il s'agit d'une option qui doit être prise lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition. Cette option est irrévocable pour le logement et elle comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement de manière effective et continue à un autre membre de son foyer fiscal et à un parent ou allié, parent ou allié jusqu'au 2e degré, c'est interdit. Donc ça limite le champ d'application de l'avantage. Et l'économie d'impôt qui en résulte dépend bien entendu de la tranche marginale d'imposition du propriétaire bailleur. En cas de cession ultérieure, comme pour la location en meublé non professionnel, les amortissements effectivement déduits viennent en minoration du prix d'acquisition. Donc ça vient majorer corrélativement le montant de la plus-value brute avant l'application des abattements pour durée de détention. Et cette déduction n'est pas applicable au logement dont le droit de propriété est démembré, sauf lorsque ce démembrement est subi, notamment lors d'une succession. Aliénor, si tu me permets, j'ai fait le bazar là. J'ai mis le feu sur le chat, et je le savais. Donc, beaucoup disent qu'ils ne trouvent pas le support sur le chat, c'est parce qu'il y a un bug. Donc, vous devez actualiser votre navigateur. Je suis désolé, ça fait 2 semaines qu'on a un problème sur notre outil. Donc, actualisez votre navigateur et vous verrez le lien que Frédéric a posté à peu près 40 fois. Donc, vous le retrouverez, mais vous devez actualiser, sinon, effectivement, vous n'avez pas le chat à jour. Excuse-moi. Ensuite, autre point qui concerne cette fois-ci les loueurs en meublé qui sont non résidents. Comme vous le savez, donc l'article 155 du Code général des impôts fixe 2 conditions cumulatives pour entrer dans le régime fiscal du loueur en meublé professionnel. Il faut que les recettes annuelles de cette location meublée doivent excéder donc 23 000 € par an. Et ces recettes, donc tirées de ces activités de location meublée, doivent également excéder les revenus du foyer fiscal qui sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des autres revenus d'activité. Et bien entendu, on ne prend pas en compte ceux tirés de l'activité de location meublée. Et pour un contribuable non résident, l'article 4A du CGI prévoit que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont en principe passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leur seul revenu de source française. Donc ça avait pour conséquence, pour des contribuables non résidents qui faisaient de la location meublée, en fait, de se voir assujettis au statut de loueur en meublé professionnel quasi automatiquement, puisque cela remplissait simplement, donc leur location française était majoritairement celle de la location meublée, et donc ils étaient assujettis automatiquement à ce statut. Donc le nouvel article modifie les dispositions de la loi pour mettre un terme à cette asymétrie qui existait entre un contribuable non résident et un contribuable résident français. Et donc maintenant, le nouvel article prend en compte les revenus d'activité de même nature qui sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu dans l'état de résidence du contribuable. Donc ce qui permet
de les exclure du statut de loueur meublé professionnel. Un autre point qui est quelques ajustements du régime d'imposition des management packages, c'est un régime qui a été instauré l'an dernier par la loi de finances pour 2025, qui en fait considère qu'au-delà d'un certain seuil, le gain net est soumis à l'imposition des traitements et salaires, et en dessous d'un certain seuil, on est soumis au régime des plus-values de cession de titres. Et là, l'ajustement qui est indiqué, c'est que le nouvel article prévoit qu'il y a une imposition de ce gain net au moment de la donation de ces titres. Et ce gain net est imposé donc au nom du donateur, ce qui était le cas déjà l'an dernier. Mais simplement, ce qui change, c'est que l'imposition a lieu au titre de l'année de la donation et non plus au titre de l'année au cours de laquelle le donataire a disposé de ces titres ou les a cédés. Et donc cette mesure s'applique aux donations qui interviendront à compter du lendemain de la promulgation de la loi. Et je laisse la parole à Gilles. Eh bien, merci beaucoup. Je me suis chargé de vous parler des mesures relatives à la TVA. Alors, pour ceux qui ont assisté à l'atelier de la transformation que nous avons animé hier sur le sujet de la facturation électronique, ça fera un petit peu de redite, puisqu'on a déjà évoqué les mesures de la loi de finances relatives à la facturation électronique, dont les principales mesures sont un alourdissement significatif des sanctions prévues dans la loi en cas de non-respect des obligations relatives à cette facturation électronique. Alors vous voyez pour les assujettis, donc pour les entreprises qui sont dans l'obligation d'émettre des factures électroniques, le fait de ne pas émettre une facture électronique quand elle est dans l'obligation de le faire, c'est-à-dire le fait de faire comme avant, une facture papier, d'envoyer un PDF par mail, etc., c'est une amende de 50 € par facture. Cette amende existait déjà, mais elle était de 15 €, donc vous voyez, elle a été plus que triplée, c'est significatif comme alourdissement, étant entendu que l'ensemble des amendes auxquelles vous pouvez être soumis sur cette absence d'émission de facture électronique est plafonné à 15 000 € par an. Donc un contribuable qui fait beaucoup de factures et qui, dans un acte de résistance, refuse de faire une facture électronique, devra payer 15 000 € par an d'amende pour l'absence d'émission d'une facture électronique via une plateforme agréée d'émission. On a aussi des pénalités qui sont prévues sur le e-reporting, je ne reviens pas sur ce qu'est le e-reporting, donc à la fois de transaction et de paiement. Eh bien, le fait de ne pas répondre à ces obligations de transmission du e-reporting, c'est une amende de 500 € au lieu de 250. Donc là, l'amende a été doublée. On est sur un montant très significatif, évidemment. On sait que le e-reporting est un sujet qui est très sensible pour l'administration fiscale, puisque c'est peut-être celui qui sera le moins naturel pour les entrepreneurs. Autant l'émission d'une facture électronique, c'est dans la continuité logique de la relation commerciale B2B. Autant le e-reporting, c'est une déclaration supplémentaire. Donc là, on est sur une amende de 500 € par e-reporting manquant, avec encore une fois un plafond annuel de 15 000 €. Donc le résistant, il est déjà à 30 000 € d'amende, là, si vraiment il ne veut rien faire. Mais il y a encore une autre amende, c'est celle de la plateforme agréée de réception que tu n'aurais pas déclarée. Donc au 1er septembre 2026, tous les redevables, tous les assujettis à la TVA doivent déclarer une plateforme agréée de réception dans l'annuaire de l'administration fiscale. Ça, c'est pour tout le monde, quelle que soit la taille. La réception, c'est pour tout le monde au 1er septembre. Je le redis, y compris les micro-entrepreneurs, y compris les LMNP, y compris les SCI, y compris les professions médicales non soumises à TVA. Tout le monde doit déclarer sa plateforme agréée de réception au 1er septembre. Alors, si vous ne l'avez pas déclaré, vous ne prenez pas l'amende immédiatement. L'administration fiscale fera une mise en demeure et vous laissera un délai de 3 mois pour vous mettre en conformité. Donc, si vous vous mettez en conformité dans le délai de 3 mois, vous n'aurez pas d'amende. Voilà, donc la mise en conformité étant la déclaration d'une plateforme agréée dans l'annuaire de l'administration fiscale. Au-delà de ce délai de 3 mois, si vous n'avez toujours pas déclaré de plateforme agréée, c'est une amende de 500 € plus une nouvelle mise en demeure de 3 mois. Et au-delà de ce nouveau délai de 3 mois, c'est 1 000 € d'amende. Et c'est 1 000 € tous les 3 mois. Donc notre résistant, qui ne veut pas faire de facture, pas de e-reporting et qui ne veut pas déclarer de plateforme agréée de réception, c'est 4 000 € d'amende par an
pour le fait de ne pas déclarer de plateforme agréée de réception dans l'annuaire. Donc on voit une volonté politique de contraindre les assujettis par la sanction à aller vers cette réforme, qui est une réforme difficile et compliquée pour tout le monde. Une réforme aussi qui aujourd'hui n'est pas encore très bien comprise. On sait que l'administration fiscale va démarrer sa campagne de communication, je crois, cette semaine, pour que on ait un taux de remplissage de l'annuaire, qui est la première obligation, le plus significatif possible. On pense évidemment à nos amis belges qui, au 1er janvier, ont eu une réforme et un annuaire particulièrement vide, ce qui évidemment doit être la hantise de la DGFiP. Je n'ose pas regarder notre commissaire du gouvernement adjoint, mais je le vois trembler, donc je pense que c'est sa hantise, d'avoir un annuaire mal rempli ou peu rempli. On sait qu'au 1er septembre, tout le monde n'y sera pas. Je pense notamment aux micro-entrepreneurs qui ne comprennent pas qu'ils sont dans la réforme, n'ont pas compris qu'ils étaient dans la réforme, et donc la première mise en demeure et ce délai de 3 mois sans amende, il faut le voir quand même comme un signe positif, un signe de souplesse. Mais bon, au bout de 3 mois, si tu ne l'as pas fait, là, il y a sanction. Alors, les plateformes agréées aussi, donc les éditeurs de plateformes agréées, vont être soumis à des sanctions si jamais il y a des défaillances. Et donc, vous voyez, pour des manquements à la transmission des données de facturation, des factures électroniques, c'est également une amende de 50 € avec pour ces éditeurs, un plafond annuel à 45 000 €. Pour les e-reporting, les bugs liés à la transmission des e-reporting, c'est une amende de 750 € et un plafond annuel de 100 000 €. Donc les éditeurs sont également fortement incités à ce que le système fonctionne. Alors il y a d'autres mesures, il n'y a pas que des sanctions dans cette loi de finances 2026, il y a d'autres mesures relatives à la facturation électronique. Il y a notamment, on ne vous a pas mis de slide parce que c'est très technique, mais une reprécision du périmètre du e-reporting, notamment sur les opérations transfrontalières, parce que c'est vrai qu'il y a plein de cas de figure, les établissements stables, etc. Donc je ne vous ai pas fait de slide là-dessus, mais si vous avez des clients qui ont des opérations transfrontalières, je vous invite à revérifier, à bien rechallenger le périmètre du e-reporting. On a un petit nettoyage avec la suppression la suppression de la référence au PPF, qui du coup a été abandonnée en 2024 par l'administration fiscale. Donc là, on sait que maintenant c'est forcément une plateforme agréée, mais on nous précise quand même que Chorus Pro va avoir le rôle de plateforme agréée pour tous les acteurs publics. Donc les acteurs publics n'auront pas l'obligation d'avoir une plateforme agréée, ils pourront passer par Chorus Pro qui se comportera dans l'univers des plateformes agréées comme une plateforme agréée, c'est-à-dire transmission de factures électroniques, suivi des statuts des factures. Et donc ça a été précisé dans la loi, sachant qu'on avait un communiqué de presse de Chorus Pro, je crois, de juillet ou septembre 2025, qu'il avait déjà annoncé. Donc cette fois, c'est dans la loi, c'est ce qu'on vous a surligné en jaune, la solution mutualisée prévue à l'article machin. Donc ça, c'est Chorus Pro. Voilà, son petit nom, c'est Chorus Pro. Deuxième ajustement, alors très technique, on corrige le texte sur la notion des e-reporting des données de paiement. Ce que le texte prévoyait, c'est que le e-reporting des données de paiement, donc les encaissements clients que vous devez déclarer tous les mois à l'administration fiscale, concernait tous les prestataires de services. Ce qui n'était pas tout à fait exact, puisqu'en fait ça concernait les entreprises dont la TVA est exigible sur les encaissements. Donc il y a quand même une nuance. Et alors ce petit ajustement de texte conduit par conséquent à ce que les entreprises soumises au régime simplifié de l'agriculture, le RSA, je vous avoue que je ne connaissais pas ce régime, soient concernées par ce e-reporting de paiement, même si ce ne sont pas des prestataires de services, parce que, a priori, donc je découvre que ces entreprises-là sont soumises au régime de la TVA sur les encaissements. Voilà, donc c'est une petite particularité, une petite extension du e-reporting des données de paiement. Mesure qui était attendue, la loi codifie et structure un petit peu les problématiques de changement de plateforme agréée. Donc vous avez des clients qui vont choisir une plateforme agréée, enfin des entreprises qui vont choisir une plateforme agréée en 2025 et qui changeront peut-être très vite d'ailleurs, parce qu'elles ont peut-être choisi contre leur gré, vous voyez à peu près de quel acteur je parle, mais aussi parce qu'ils vont peut-être changer l'expert comptable ou l'expert comptable va changer lui de plateforme agréée. Donc la problématique du changement de plateforme agréée est codifiée et donc un décret du Conseil d'État viendra préciser le service minimum qu'une plateforme agréée devra, ce sera une obligation, fournir aux contribuables qui auront quitté cette plateforme agréée. Ce service minimum, c'est donc des services minimums à proposer, donc notamment le suivi des statuts des factures qui seront arrivés sur cette plateforme agréée avant changement de plateforme agréée. Et la durée de ces services minimums sera d'au minimum 1 an. Bon, il nous faut encore le décret du Conseil d'État, mais ça c'est vrai que c'est rassurant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de plateforme agréée, il y a des acteurs très agressifs qui forcent un peu la main, disons les choses,
aux entreprises qui vont changer très vite de plateforme agréée. Et donc, il y a une codification et une structuration de cette période de transition, si on peut l'appeler comme ça. On a une réponse ministérielle à la question, je crois, d'un sénateur, je crois que c'est un sénateur, député ou sénateur, donc la question c'était, c'est un peu compliqué ta réforme, la facture électronique, les entreprises n'ont pas tout compris, on risque de ne pas être prêt. Est-ce que tu vas être très méchant? Voilà, c'était la question qui était posée au ministre. Et donc le ministre dit que, évidemment, l'administration fiscale fera preuve de discernement dans l'application des amendes au cas par cas, en regardant si le contribuable est dans une démarche de mise en conformité ou si c'est un des fameux résistants dont je parlais tout à l'heure. Alors lui, par contre, il y aura moins de souplesse et moins de tolérance. Donc il y a quand même aussi une compréhension du gouvernement, de l'administration fiscale, j'imagine, sur la difficulté qu'est cette réforme. C'est une réforme, je le dis, compliquée et difficile pour tout le monde. De la compréhension, mais aussi une volonté d'avancer. Une question, c'est ça? Ok. Sur la facture électronique, c'est qui facture électronique? Le reporting, exactement. Qu'est-ce que le e-reporting? Non, qu'est-ce que le e-reporting? Pardon. Bonjour, Patrice Lenorec. Concernant les amendes, et notamment l'amende prévue pour le e-reporting, est-ce que l'amende concerne l'absence de reporting ou un reporting erroné? Et quelle est la date butoir pour faire un reporting rectificatif, s'il vous plaît? Alors, on a évoqué cette question la semaine dernière avec Sébastien Rabineau. On a animé, je ne sais pas si tu as suivi cette conférence. Ils ont parfaitement conscience que le e-reporting, ce sera la brique la plus difficile, la plus complexe à avoir en conformité. Ce que Sébastien Rabineau nous a dit, c'est qu'ils étaient dans une logique de « on veut un flux, on veut que quelque chose remonte ». Est-ce qu'il sera, il a même dit, si ce n'est pas complet, à la base, on sera cool, tolérant. Si tu n'as pas déclaré dans le bon délai, parce que tu sais que tu as un e-reporting par décade, mais bon, c'est compliqué, tu n'as pas toujours reçu les factures dans les délais, surtout que le e-reporting, ce sont les données transfrontalières, donc les factures les plus dures à récupérer, disons-le clairement. Il n'y aura pas de rectification à faire, c'est-à-dire que si tu avais une facture que tu devais déclarer le mois d'avant et que tu le déclares dans le reporting suivant, il n'y aura pas de difficulté. C'est ce que M. Rabineau nous a dit la semaine dernière à la conférence, le replay étant disponible sur notre chaîne YouTube, et je vous invite vraiment à revoir cette conférence. Toutes les conférences de l'Ordre des experts comptables de Paris sont passionnantes, mais celle-ci l'était particulièrement parce qu'on avait la chance d'avoir deux interlocuteurs de grande qualité et vraiment ceux qui sont à la manœuvre sur cette réforme de la facturation électronique, qui nous donnaient des réponses très précises, très pratiques et très concrètes sur ces thématiques. On est OK? Alors, merci. Je t'en prie. Le sujet suivant, c'est un sujet un peu surprise non, pardon, j'ai reculé mes slides, excusez-moi. Voilà. C'est le retour de l'auto-certification des logiciels de caisse. Alors ça, c'est à mes yeux une surprise, je ne m'y attendais pas. Petit rappel, lorsque vous avez un système informatique d'enregistrement des ventes et que vous faites des transactions B2C, vous avez l'obligation que ce système informatique, ce logiciel, soit conforme à la réglementation de l'administration fiscale. C'est ce qu'on appelle un logiciel de caisse qui correspond à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. En gros, tu enregistres une vente, tu ne peux pas la supprimer derrière. Vous avez compris que c'était ça la logique de cette norme. Et donc, jusqu'à la loi de finances 2025, donc je crois 14 février 2025, les éditeurs de logiciels de caisse devaient garantir auprès de leurs clients, donc les entreprises qui utilisaient leur logiciel, qu'elles respectaient ces quatre critères, ces quatre conditions, qu'elles respectaient la norme. Et cette certification des logiciels de caisse pouvait être faite soit par un tiers, un certificateur externe, soit par l'éditeur lui-même, qui faisait une auto-certification et qui disait je certifie moi-même que oui, j'ai fait les choses dans les règles, et donc je te donne l'attestation qui, toi, en tant qu'entreprise, te couvre. L'attestation ne voulant pas dire que l'éditeur ne peut pas se faire sanctionner si, en fait, il n'a pas dit la vérité. La loi de finances 2025, donc 14 février 2025, est venue supprimer cette possibilité de s'auto-certifier, en disant non, c'est trop facile de s'auto-certifier, vous devez tous passer auprès d'organismes
certificateurs, ce qui a créé un petit vent de panique puisque beaucoup d'éditeurs avaient fait de l'auto-certification. Donc il y a eu un goulet d'étranglement auprès des quelques organismes accrédités par la COFRAC, ce qui fait que d'ailleurs c'était le bazar. Donc il y a eu des tolérances qui ont été reportées pour permettre aux éditeurs de se mettre à jour dans le temps. Il y a aussi des éditeurs qui ont choisi de sortir certaines caisses de leur gamme de produits. Pourquoi n'ont-ils pas voulu se faire certifier par un organisme extérieur? Je n'en sais rien. Voilà, je laisse la question ouverte et l'imaginaire se créer. En tout état de cause, il y a des éditeurs qui ont communiqué auprès de leurs clients en disant « ce logiciel ne fonctionnera plus, tu dois en prendre un autre, on a une autre gamme certifiée ». Et donc la loi de finances 2026, c'est un retour en arrière. C'est-à-dire que la loi de finances 2026 permet de nouveau aux éditeurs de s'auto-certifier sur les logiciels de caisse. Donc ça a été une année de panique, mais la panique, ça y est, c'est fini. L'auto-certification est possible. Alors ça fait évidemment râler quelques éditeurs qui disent « bah oui, mais nous on a fait l'effort pendant un an de se faire certifier et nos concurrents ils ne l'ont pas fait et du coup ils ne vont pas payer la certification ». Ça fait aussi râler quelques clients qui ont changé le logiciel de caisse un peu dans la panique et c'est des gros budgets, alors que finalement les logiciels de caisse qui n'étaient plus conformes il y a un an sont de nouveau conformes grâce ou à cause, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à ce retour de l'auto-certification des logiciels de caisse. Quand vous lisez le texte du projet de loi de finances et les motivations, il semblerait que dans les statistiques des caisses ayant potentiellement pas forcément respecté toutes les conditions, les 4 critères, il y avait autant de défaillances dans les logiciels certifiés par des organismes extérieurs que par des logiciels auto-certifiés. C'est en tout cas ce qui est écrit dans la motivation de cette disposition. Donc retour de l'auto-certification des logiciels de caisse. La question que j'ai, si tu permets, c'est ceux qui étaient sortis des catalogues, sont-ils revenus dans les catalogues? De fait, ils reviennent, donc l'éditeur va pouvoir revendre un nouveau changement de logiciel pour dire tu peux revenir sur l'autre. Voilà. Bon, mais ça peut énerver aussi le client qui accessoirement doit aussi mettre en place la réforme de la facturation électronique, puisque les logiciels de caisse, on l'a évoqué hier dans l'atelier de la transformation, ne sont pas pour la plupart plateforme agréée. Donc en plus, il y a déjà ce projet pour tous ces clients-là d'aller plugger à une plateforme agréée d'émission, puisqu'on est plutôt sur l'émission s'agissant des logiciels de caisse. C'est déjà un projet suffisamment agaçant, en tout cas pour le contribuable, pour éviter de se rajouter un nouveau changement de logiciel de caisse. On va basculer sur la fiscalité des entreprises, que je vais entamer. C'est Jérôme qui clôturera cette partie fiscalité des entreprises. Alors, je passe très vite sur cette disposition, la contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises. On parle des entreprises qui font plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, donc autant dire que ça ne concerne pas nécessairement beaucoup de nos clients. Et donc, c'est donc une contribution qui a été créée en 2025, qui, comme la CDHR, avait un caractère ponctuel, ce qui nous a d'ailleurs valu cette citation de Laurent Wauquiez. On se rappellera juste que dans notre pays, la meilleure définition de l'éternité, c'est un impôt provisoire, puisque cet impôt est prolongé une année de plus, comme la CDHR, et donc les grandes entreprises, elles vont quand même payer des surtaxes. Pour celles qui dépassent 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est 41% de surtaxes, ce n'est pas des montants marginaux, faibles, ce sont des montants très significatifs, et donc elles vont repasser à la caisse. Il y a quelques changements de périmètre sur comment on apprécie le chiffre d'affaires, etc. Voilà, comme je pense que pas grand monde est concerné, je vais passer très vite ce sujet. Une mesure plutôt positive pour le contribuable, c'est l'extension aux intérêts versés à des associés minoritaires de la dérogation permettant de déduire les intérêts de l'assiette de l'IS dans la limite du taux de marché. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez des comptes courants d'associés et que vous rémunérez ces comptes courants d'associés, vous savez qu'il y a une limite à la déductibilité de ces intérêts, c'est le fameux taux moyen pratiqué par les établissements de crédit qui évolue tous les mois ou tous les trimestres, je ne sais plus. Pour l'exercice 2025, on est à 4,55%, et donc ça, c'est la règle. Mais il y a une dérogation qui permet à l'entreprise d'aller au-delà de ce taux si le taux qu'elle aurait pu obtenir auprès des établissements financiers indépendants était supérieur. C'est-à-dire que si elle est en mesure de justifier, oui, mais moi, si j'avais emprunté auprès d'une banque, ça n'aurait pas été 4,55, ça aurait été 6%. Si tu es en mesure de justifier ça, eh bien, tu as le droit d'aller à 6%. Alors, il faut documenter, c'est pas une vue, c'est pas au doigt mouillé, il faut être en mesure de documenter.
Jusqu'à présent, cette dérogation, cette souplesse était limitée aux entreprises liées, ce qui veut dire la société holding qui contrôle, qui a la majorité du capital, ou une société sœur qui est contrôlée par la même holding. La loi de finances 2026 est venue élargir cette dérogation à tous les associés minoritaires qui ont le statut d'entreprise. Donc aujourd'hui, une entreprise, enfin une société actionnaire minoritaire de la filiale peut bénéficier de cette dérogation. Et alors, cerise sur le gâteau, cette mesure est rétroactive au 31 décembre 2025 puisqu'elle est favorable aux contribuables, donc la rétroactivité est possible. Je précise de suite, et je crois que c'est le tableau qui est après, que ça ne concerne que les entreprises associées, donc un associé personne physique, simple apporteur de fonds, qui n'est pas assimilé à une entreprise, lui ne bénéficie pas de cette dérogation. Lui, il reste plafonné au fameux 4,55 que l'on a évoqué. Autre ajustement plutôt favorable, encore une fois, aux contribuables, c'est la qualification des titres de participation ouvrant droit au régime des plus-values à long terme. Donc, vous savez, quand une société IS vend des titres de participation, elle n'est taxée que sur une quote-part de 12%, elle bénéficie d'un abattement de 88%. Pour être éligible à ce régime de faveur, le texte prévoit qu'il faut que les titres soient des titres de participation au plan comptable ou s'ils ne sont pas des titres de participation au plan comptable, qu'ils soient assimilés à des titres de participation au plan fiscal. Ce qui concerne certaines actions acquises dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE, mais ça concerne aussi les titres ouvrant droit au régime mère-fille, dès lors que tu détiens plus de 5% des droits de vote. D'accord ? Le régime mère-fille, c'est 5% du capital, mais il faut aussi, pour bénéficier du régime des plus-values long terme, avoir 5% des droits de vote. Et le texte prévoyait que les actions, donc bénéficiant du régime mère-fille, bénéficiaient du régime des plus-values long terme s'ils étaient inscrits en comptabilité dans des comptes titres de participation ou une subdivision spéciale d'un autre compte de bilan, VMP, titre immobilisé, titre des activités de portefeuille de 171-113, qui correspond à leur qualification comptable. Et donc ça crée une instabilité, une zone de risque pour l'hypothèse, qui évidemment s'est a priori pas présenté beaucoup de fois, mais il y a eu des cas, malheureusement, où des titres qui bénéficiaient du régime mère-fille et qui étaient comptabilisés en titres de participation à tort, c'est-à-dire que comptablement ce n'était pas des titres de participation, perdaient le bénéfice du régime des plus-values à long terme, au motif que l'administration fiscale avait le droit de remettre en cause la qualification comptable. Et donc la loi de finances 2026 est venue corriger ça, en prévoyant que tu peux créer une subdivision des titres du compte de titres de participation, intégrer dedans tes titres qui bénéficient du régime mère-fille, et cette subdivision que tu auras créée dans laquelle tu auras mis spécifiquement tes titres bénéficiant du régime mère-fille, ça va être opposable à l'administration. C'est-à-dire que l'administration ne pourra plus remettre en cause cette qualification comptable, et donc on supprime la zone de risque potentiel et le risque de perdre le régime des plus-values à long terme. Mais attention, il faut créer une subdivision spéciale de votre compte de titres. Et c'est une mesure applicable dès 2025, puisqu'on est encore une fois sur une mesure favorable, donc rétroactivité possible. Dernière mesure que je présenterai, je crois, c'est alors, la JEI à impact. Donc chaque année, ils nous créent une nouvelle JEI. L'an dernier, c'était la JEI de croissance, on n'a toujours pas compris ce que c'était. Voilà, donc, là, ils nous en rajoutent une autre. C'est la JEI à impact. Alors là, j'ai un peu mieux compris. Donc, c'est pour les entreprises qui font moins de 20% de dépenses de R&D, mais quand même plus que 5%. Alors pourquoi moins de 20% ? Parce que si tu es au-delà de 20%, tu es JEI. Donc tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Mais si tu es entre 5 et 20, tu peux rentrer dans ce statut de JEI Impact dès lors que tu démontres que tu es une jeune entreprise d'utilité sociale. Et alors là, on nous renvoie vers un article du Code de travail que je ne connaissais pas. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir connu avant. Je regrette de l'avoir lu tellement il est... voilà, je vous invite à le lire en fait, tout simplement. Et donc quand vous êtes dans les critères de cet article du Code du travail, vous êtes considéré comme une JEI à impact social, et donc vous pouvez bénéficier de régimes de faveur, donc notamment vous êtes éligible à la réduction Madelin renforcée à 40%, dans la limite de 50% pour un célibataire, 100 000 €. Donc ça, c'est les prix de souscription pour les couples. Vous pouvez bénéficier d'une exonération d'impôts locaux. Alors ça dépend de chaque commune, puisque l'exonération des impôts locaux en faveur des JEI, c'est une délibération communale, ce n'est pas une mesure forcément qui concerne tout le territoire. Et vous avez un remboursement
des créances, immédiats des créances liées au CIR et CII. Et donc ça concernera les versements, les souscriptions notamment versées au lendemain de la publication de la loi de finances 2026. Et c'est un régime qui va durer jusqu'à 2029. Et donc on a aujourd'hui 3 JEI qui existent. La JEI classique, celle qui dépasse 20% de dépenses de R&D. La JEI à croissance, donc qui a été créée l'an dernier. Là pareil, on est entre 5 et 20% de dépenses de R&D. Mais il faut aussi, alors le texte dit qu'il faut avoir des indicateurs qui démontrent ta croissance, pour faire simple, j'ai toujours pas compris. Et puis maintenant, on a la JEI Impact, donc celle qui est d'utilité sociale selon le Code du travail. Et je passe la main à Jérôme. Merci Gilles. Alors pour conclure, avant de conclure sur les quelques autres mesures qui concernent l'entreprise, Gilles a dit en introduction que c'était une loi qui avait un certain nombre de mesures importantes. C'est vrai, d'abord parce qu'il l'a dit, et puis parce qu'il y a des mesures qui concernent surtout le patrimoine. En matière d'entreprise, il faut reconnaître que ce n'est pas une grande loi de finances en termes de nouveautés, on va le voir ensemble. Et puis un deuxième point introductif, c'est que on se rend compte que de plus en plus, on a des lois qui corrigent les lois précédentes. Alors, est-ce que c'est la difficulté à faire voter les lois? Est-ce que c'est la volonté d'avoir des articles très compliqués qui évoquent tous les cas de figure? En tout état de cause, on l'a vu, on a corrigé la CDHR, on a corrigé un petit peu la facture électronique, on va le voir, on corrige également d'autres mesures. Donc il y a un vrai sujet sur la qualité des lois et sur la nécessité de revenir dessus pour les corriger. J'ai pas fait le taille dessus, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la possibilité pour les départements d'augmenter les droits d'enregistrement en matière de vente immobilière. Et ils avaient conçu un texte tellement compliqué avec des périodes de 6 mois qui changeaient la date d'entrée en vigueur, qu'ils avaient même oublié une période. Donc il y a un article aujourd'hui qui rajoute cette période pour dire on avait oublié, voilà comment ça va se passer. Bon, c'est anecdotique, mais c'est un peu révélateur quand même. Dans les mesures de la loi de finances pour 2026, on a une première mesure qui concerne la possibilité d'amortir les fonds de commerce. Pour mémoire, l'amortissement comptable des fonds commerciaux avait été rendu possible en 2015. C'était à l'époque la transcription d'une norme européenne. Et puis, mais ce n'était qu'un amortissement comptable. Et puis, l'amortissement fiscal des fonds commerciaux avait été prévu par la loi de finances pour 2022. On parle bien de fonds commerciaux, on fait la distinction, fonds de commerce, fonds commerciaux. Fonds de commerce, c'est éléments corporels et éléments incorporels. Les éléments corporels sont toujours amortissables, donc c'est bien les éléments incorporels dont on parle, valeur du droit de taux bail et clientèle essentiellement. Cette mesure en 2022, elle était temporaire, elle visait les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Et si vous vous souvenez, elle était issue du plan indépendant qui avait été annoncé à la sortie de la crise Covid par le président de la République. Il y avait quatre piliers, à chaque fois, dans chaque pilier, il y avait plusieurs mesures. Et cette mesure avait été décrite comme ayant vocation à encourager la cession des fonds de commerce, puisqu'elle permettait une économie d'impôt pour le cessionnaire. Je ne suis pas persuadé, en tout cas dans ma pratique, que ça soit très pratiqué. Néanmoins, la loi de finances proroge cette possibilité de déduction fiscale de l'amortissement. Pour mémoire encore, c'est possible dans 2 hypothèses, soit pour les entreprises qui relèvent de la qualification des petites entreprises, auquel cas l'amortissement est possible sur 10 ans de la valeur du montant de fonds commercial sans justification, ou alors pour toutes les entreprises, donc pas seulement les petites entreprises, si l'entreprise peut justifier au cas particulier qu'on peut s'attendre à une durée limitée d'exploitation du fonds de commerce. C'est notamment si on a un contrat qui a une durée limitée et qui est nécessaire à l'exploitation, si on a une concession, une autorisation administrative qui a une date de fin. Donc pour ces 2 hypothèses-là, la loi de finances pour 2026 proroge la possibilité d'amortir pour les fonds commerciaux acquis jusqu'au 31 décembre 2026. Et on note une entrée en vigueur rétroactive, Gilles l'a évoqué tout à l'heure, comme l'année dernière, pour l'ensemble des mesures qui sont favorables
ou considérée comme favorable aux contribuables, on a une entrée en vigueur au 1er janvier, notamment quand on proroge des mesures, ça permet de ne pas avoir de trou dans la raquette entre le 1er janvier et la promulgation de la loi. Alors, on sait que la rétroactivité, en théorie, n'est pas possible, qu'elle est tolérée quand elle est, encore une fois, en faveur du contribuable, et qu'en tout état de cause, on imagine mal quelqu'un saisir le Conseil constitutionnel pour remettre en cause une rétroactivité dans ce sens-là. Quelle est la définition des petites entreprises pour l'application de ce régime? Bonne question, c'est 50 millions, je crois. C'est un nombre comptable. Oui, c'est un nombre comptable que j'ai. C'est une excellente question. C'est assez haut, quoi, 50 millions. Oui, de mémoire, on va. Déroule et je vais te le retrouver. Non, c'est moins que ça, c'est moins que ça. C'est moins que ça, ouais. Non, c'est moins que ça va être 4. Ouais, c'est ça. 10 millions de chiffre d'affaires, 5 10, millions ouais. d'actifs et 50. D'accord. Bon, ça reste quand même pas que des toutes petites entreprises. Et pour mémoire aussi, il y avait eu un dispositif anti-abus en 2022 qui empêche d'utiliser l'amortissement dans les rachats à soi-même, pour faire simple. Bon, c'est assez cohérent. Une deuxième série de mesures dans cette loi de finances qui concerne l'hypothèse des entreprises individuelles qui optent pour l'IS. Donc là aussi, alors là ce sont des corrections ou des précisions. Si on refait un peu l'histoire pour mémoire, en 2022, la loi du 14 février révolutionne un petit peu la situation des entrepreneurs individuels. Elle met fin à la possibilité qui existait d'opter pour le statut des entreprises individuelles à responsabilité limitée, actant en ce sens un échec, il faut bien le dire, de ce régime. Et elle rend automatique, cette fois, le statut de l'EI, de l'entreprise individuelle. On se souvient que ça avait été un débat sur l'automaticité. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. On sait qu'on n'a pas le choix. Tout entrepreneur individuel dépend du régime des EI. Et puis, ce régime du 14 février 2022 permet aux entreprises individuelles par défaut, maintient le fait que l'EI relève de l'impôt sur le revenu, mais permet l'option pour l'IS, ce qui était déjà possible du temps de l'EIRL. Alors c'est un petit peu simplifié, en ce sens que sous le régime de l'EIRL, il fallait d'abord opter pour être assimilé à une URL, ou ARL si on est dans le monde agricole, et ensuite on avait une deuxième option à prendre pour être soumis à l'IS. Avec le I, on n'a plus qu'une étape, on opte pour être assimilé à une URL, et automatiquement, cette option emporte l'assujettissement à l'IS. Je ne peux pas m'empêcher de faire une parenthèse quand je parle de URL, parce que ça me choque à chaque fois. C'est une notion aujourd'hui qui n'est que fiscale. Pour mémoire, le URL dans le Code du commerce n'existe plus. C'est la société à responsabilité limitée associée unique, et ça me choque toujours que le fisc, l'expression le Code général des impôts, ne se soit pas aligné sur cette notion, mais effectivement, c'est la seule hypothèse où on parle encore de URL. Cette loi de finances, elle a pour objectif de sécuriser la neutralité fiscale dans ce contexte d'option à l'IS, à deux périodes, à deux moments possibles, soit au moment où on opte pour l'IS, donc où on opte pour être assimilé à une ERL, soit ultérieurement, quand on va apporter une entreprise individuelle qui avait opté à l'IS à une société soumise à l'IS. Là aussi, on a une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026. Je ne reviens pas sur le sujet. Alors, tout d'abord, la neutralité fiscale au moment de l'option à l'IS. La loi de finances crée un nouvel article, le 151 octies D du CGI, qui est calqué sur l'article 151 octies, et en fait, il légalise la doctrine fiscale qui était appliquée, puisque, effectivement, en s'inspirant ou en s'appuyant sur le 151 octies, eh bien, on avait bien une absence de conséquences fiscales au moment de l'option, à condition
que cette option soit exercée assez classiquement dans les 3 premiers mois de l'exercice concerné, sous réserve d'obligations de déclaration annuelle postérieure à l'option, et pour l'entrepreneur individuel et pour l'entreprise individuelle, et puis sous réserve que le transfert des actifs et des passifs soit fait au bilan de l'entreprise assimilé à une URL pour leur valeur réelle. Donc, ce que nous dit l'article 151 OQSD, c'est que ce transfert entraîne finalement les mêmes conséquences qu'un apport en société, et on va voir maintenant quelles sont ces conséquences. Donc, je l'ai dit, mais c'est important, on est bien maintenant de deuxième hypothèse, j'ai opté pour l'IS, et ensuite j'apporte à l'IS. Là, on était dans un oubli absolu dans la loi de 2022, puisque aucun dispositif, aucun texte ne visait cette hypothèse, et par définition, puisqu'il n'y avait pas de texte qui excluait une imposition à la plus-value, eh bien, on était nécessairement susceptible d'être imposé à la plus-value au moment de cet apport. Ça n'avait pas tellement de sens économique, mais les textes ne prévoyaient rien. Donc c'est une correction de cet oubli par la création d'article 210e bis du CGI. Et là, on s'est calqué sur le modèle des fusions ou des apports partiels d'actifs pour obtenir cette neutralité attendue. Donc le champ d'application, c'est bien l'apport à une société IS, soit d'une entreprise individuelle, soit d'une branche complète d'activité. On n'est pas obligé d'apporter toute l'entreprise, on a une branche d'activité qui répond à cette définition. Donc un apport à une société de cette entreprise ou de cette branche qui avait préalablement opté à l'IS. À nouveau, on a une entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Cette option, alors les conditions d'application, il faut que l'option soit exercée dans l'acte d'apport et qu'elle soit exercée et par la société, par l'entreprise apporteuse et par la société qui bénéficie de l'apport. Et là aussi, on a une obligation d'état de suivi fiscal renforcée pour les biens et les impositions transférées. Donc, le principe, c'est que cette opération d'apport bénéficie d'une neutralité fiscale, et cette neutralité, il y a encore 2 sous-ensembles, elle s'applique aux plus-values qui avaient été dégagées au moment de l'option IS. Là, on passe d'IR à IS, c'est la première partie de la présentation, on avait éventuellement des plus-values qui avaient été dégagées, qui n'avaient pas été payées. Et puis, on a aussi l'hypothèse des plus-values constatées par l'apport, puisque entre l'option et l'apport, il peut y avoir une nouvelle prise de valeur et d'autres plus-values. Les plus-values qui avaient été dégagées lors de l'option à l'IS, on distingue entre les immobilisations amortissables qui sont apportées et les immobilisations non amortissables. Pour les immobilisations non amortissables, on a le report d'imposition d'origine au moment de l'option qui est maintenu jusqu'à la cession, le rachat, la transmission, enfin toute hypothèse qui font que l'entreprise, la société va se défaire de ces immobilisations non amortissables. À ce moment-là, le report tombera. Et on a une exception le fait que ce report d'imposition tombe, c'est si, dans l'hypothèse unique de la donation, si le donataire prend l'engagement d'acquitter l'impôt de plus-value quand lui-même va se dessaisir du bien. Donc on reporte à chaque fois en fait, jusqu'à la cession. Pour les immobilisations amortissables, eh bien, les plus-values sur immobilisation qui n'auraient pas encore été réintégrées sont transférées à la société bénéficiaire, sauf option, choix pour une imposition immédiate au moment de l'apport. Dernier sous-ensemble, la neutralité des plus-values, cette fois dégagée au moment de l'apport. On distingue aussi entre immobilisations non amortissables et les autres immobilisations. Pour les immobilisations non amortissables, l'imposition se fera au nom de la société bénéficiaire de l'apport lors de la cession ultérieure de ces immobilisations. C'est un peu la même logique. Et tout ça à condition qu'on conserve la valeur fiscale
telle qu'elle était connue dans les livres de l'entreprise apporteuse. On a une neutralité à condition qu'il n'y ait pas de modification de valeur. Les autres immobilisations seront classiquement imposées au nom de la société, également bénéficiaires de l'apport. Dans les modalités de l'article 210, on retrouve les règles de la fusion que j'évoquais tout à l'heure. Le transfert de stock n'entraîne pas non plus d'imposition immédiate, à condition toujours qu'on inscrive le stock à leur valeur historique, c'est-à-dire à leur valeur telle qu'elle était dans le bilan de l'entreprise individuelle. Et puis les provisions bénéficient d'un impôt différé à condition que le passif soit repris par la société bénéficiaire de l'apport et que l'objet de la provision soit conservé. Si le fait de l'apport fait disparaître l'objet, nécessairement la provision, l'imposition sera taxable. Alors ensuite, quel sera le traitement fiscal des titres reçus ? Première traduction de la neutralité fiscale, le transfert des titres dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur dans l'année qui suit l'apport n'entraîne pas d'imposition, ni à l'IS, ni en termes de revenus mobiliers. Et puis, en cas de cession ultérieure de ces titres, cession ou rachat par la société, la plus-value imposable sera calculée à partir de la valeur nette de l'entreprise au moment de l'apport. C'est tout à fait logique. On calcule une plus-value reportée, mais en conservant les valeurs initiales. Si on a... Alors, il y a des règles précises en cas d'apport de l'ensemble du patrimoine. C'est la valeur de l'apport qui constitue le prix d'acquisition des titres. Si c'est une branche d'activité, c'est le prix d'acquisition qui est déterminé au prorata de la valeur réelle nette de la branche apportée. Voilà. Et puis en cas d'apport successif, on déduit à chaque fois, bien sûr, les valeurs qui ont été retenues dans les apports précédents. Voilà, donc c'est un petit peu complexe, mais en tout cas, ça répond à un vrai besoin, ça comble un vrai trou et ça va probablement faciliter cette intervention. Pour finir, très rapidement, je m'adresse plutôt au notariat, 4 mesures qui me concernent plus particulièrement. Il y a une toute petite précision sur la dématérialisation des déclarations de succession. C'est un serpent de mer, c'est quelque chose qui doit rentrer en vigueur cette année. Et en gros, la disposition, c'est pour nous dire le logiciel n'est pas tout à fait prêt, mais on veut quand même le mettre en œuvre. Donc on va modifier la loi pour simplifier les obligations des notaires pour pouvoir utiliser cette dématérialisation. On a des prorogations en matière de plus-value immobilière sur des régimes de faveur quand on a des cessions en vue de construction de logements sociaux ou dans le cadre d'opérations particulières d'aménagement du territoire. On a des régimes qui se terminaient au 31 décembre 2025 qui sont prorogés de 2 ans. On a un regroupement des 2 taxes sur les logements vacants. Il y avait une taxe uniquement pour les zones tendues, une taxe qui avait un autre nom et un autre régime hors zone tendue. On remplace tout ça par une seule taxe, la taxe sur la vacance des locaux d'habitation. L'objectif clairement affiché, c'est de donner un peu plus d'outils encore aux collectivités locales pour agir et pour sanctionner cette vacance dans les logements. Et puis les manpack, on en a parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Ça nous intéresse au notariat parce qu'on parle bien de donation. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut que le notaire soit particulièrement vigilant. Eh bien, super, merci beaucoup Jérôme. C'est parfait parce qu'il nous reste... On avait dit 5 minutes pour... 5 minutes, mais bon, comme c'est Laurent, on va prendre un quart d'heure, c'est certain. On en a tous conscience, on ne fait pas semblant. Voilà. Mais je crois que le sujet est très important, puisqu'il est récent et que ses impacts sont nombreux. Je refais un tout petit peu de contexte, puis je te laisse après présenter le sujet. Donc vous savez que depuis maintenant 2 ans, on a cette contrainte au niveau des sociétés d'exercice libéral, les fameuses SEL, avec ce beau FIP qui nous dit les rémunérations versées à des associés de sociétés d'exercice libéral doivent faire l'objet d'une ventilation entre la rémunération de l'éventuel mandat social, puisqu'on peut aussi avoir des associés qui n'ont pas de mandat social, cette rémunération restant dans le régime fiscal traditionnel de l'article 62 pour les gérants majos
traitement et salaire pour les autres dirigeants. Mais la rémunération liée aux fonctions techniques, je suis médecin, toute la rémunération liée au fait que je soigne des gens, elle doit être en BNC. Donc il y avait cette contrainte de la ventilation des rémunérations, contrainte qui du coup induit aussi une déclaration fiscale supplémentaire, une 2035 spécifique à ces rémunérations techniques. Rappelons que ce BOFIP, il est issu de jurisprudence, et notamment d'une jurisprudence de 2017, dans laquelle c'est un juge qui a qualifié ces rémunérations techniques comme étant du BNC. Alors je dis ça parce qu'on tape beaucoup sur l'administration fiscale, mais enfin pour le coup c'est un juge. Et je dirais même, c'est à la base un contribuable qui a voulu déduire sa petite cotisation Madelin, qui est allé jusqu'au contentieux, jusqu'au Conseil d'État. Conseil d'État nous dit c'est du BNC, donc tu peux déduire ton Madelin. On remercie ce contribuable, parce que c'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui, avec tout ce qui en découle. On en était arrêté là, et le sujet a pris une ampleur encore plus inattendue et énorme depuis maintenant quelques jours. Laurent, raconte-nous ce qu'il en est. Pour cette très belle introduction. Effectivement, comme tu l'as rappelé, on avait en fait une réponse ministérielle cousin qui nous expliquait que lorsqu'on était dirigeant d'une société, on était rémunéré soit en traitement et salaire, enfin on était rémunéré en traitement et salaire, éventuellement en TNS si c'est l'article 62, sinon c'est le régime général de la sécurité sociale. La jurisprudence que tu as citée en 2017 expliquait déjà quel est le raisonnement que le Conseil d'État tient. Il n'a pas considéré que les revenus devaient être classés en BNC parce que c'était un professionnel de santé, mais parce qu'il considère que l'articulation de l'article 62 et de l'article 92 du CGI, alors l'article 62 c'est celui qui nous explique que les revenus d'un gérant sont imposables dans la catégorie des traitements de salaire, et l'article 92 c'est celui qui nous définit ce que sont les BNC. Et dans l'article 92 on nous dit les revenus issus de l'activité libérale sont imposables en BNC. Et l'article 62, lui, il nous dit les revenus perçus en tant que gérant sont imposables dans la catégorie des traitements de salaire. Donc a priori il y a incompatibilité. Et c'est ce que la Chambre le Conseil national du barreau a souhaité faire trancher par le Conseil d'État, qui s'était déjà prononcé sur ce sujet, puisqu'il avait déjà répondu en 2017 sur le sujet. Et qu'est-ce que dit le Conseil d'État? Il dit il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Il y a la rémunération de gérant pour les fonctions de gérant qui sont de l'article 62, et donc c'est soit du TNS, soit du régime général, selon qu'on soit en SAS ou en SARL. Par contre, les rémunérations qui sont issues d'une activité libérale, et là on ne parle pas d'activité libérale réglementée, d'activité libérale, doivent être imposées en BNC. Ça veut dire que la conclusion qui s'impose à ça, c'est que depuis cette décision du Conseil d'État qui date de 2025, en théorie, on aurait dû appliquer cette distinction. Tu es rémunéré en tant que gérant majoritaire dans ta boîte. Si ton activité est libérale, tu dois faire une déclaration BNC pour les revenus qui sont issus de cette activité libérale. Voilà la situation. On peut vivre avec une décision du Conseil d'État. On a vécu de 2017 à 2024 très bien, tant que la réponse ministérielle cousin s'appliquait. Donc une décision du Conseil d'État, c'est pas ça qui fait frémir les uns ou les autres. Mais ce qui s'est passé le 10 février, c'est qu'il y a une réponse ministérielle qui reprend exactement les termes de cette réponse du Conseil d'État et nous explique noir sur blanc que lorsqu'on est une profession libérale, on doit distinguer nos revenus entre d'un côté les revenus rémunérant l'activité de gérant, des revenus rémunérant l'activité libérale. Et la portée de cette réponse ministérielle, elle est excessivement large. Elle concerne évidemment toutes les professions réglementées, alors qu'on pensait au départ que seuls étaient concernés d'abord les SEL, puis ensuite on a compris que c'était pas que les SEL, c'était aussi les sociétés de droit commun. Puis ensuite on s'est dit, oui, mais ça concerne que les professionnels de santé et les professions juridiques et judiciaires qui sont précisément visées par l'ordonnance de 2023. Mais alors là on s'est dit, il faut aussi rajouter les activités qui sont situées, qui sont techniques et cadres de vie, dans lesquelles il y a les experts comptables, les commissaires à compte, les géomètres experts, enfin il y a tout les bordel. Mais en vérité ça va bien plus loin que tout ça. Dès lors que ton activité est censée être
une activité libérale. Donc c'est tout ce qui naît. Alors qu'est-ce qu'une activité libérale? Sur le site de la BPI, ils ont fait une liste, il y en a plus de 100. D'accord, c'est tous ceux qui ne sont ni industriels, ni commerciaux, ni artisanales, ni agricoles. Donc en fait, on définit plus facilement les activités libérales par défaut, en disant si ce n'est pas une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, c'est que tu es une activité libérale. Donc partant de là, ça concerne par exemple, ça peut concerner, tout dépend en fait de la nature de leur activité, mais ça peut concerner un dirigeant de société qui facture des prestations à sa fille. Il y a une partie de sa rémunération, c'est les fonctions de dirigeant, une partie, c'est les fonctions techniques correspondant aux prestations qu'il facture à sa fille. Dans ce schéma-là, eh bien, peut se retrouver avec un dirigeant qui devra faire une déclaration en 2035 BNC. C'est une histoire de dingo. D'accord, on peut estimer qu'il y a presque 1 million d'entreprises qui seraient concernées en France, qui concernent ce système. 1 million d'entreprises pour lesquelles il faut aller à l'IPI, leur déclarer une 2035, splitter leur rémunération, avec la difficulté de cette répartition. Quelles sont les fonctions qui correspondent à des fonctions de gérant et qui sont rémunérées à titre, et quelles sont celles qui correspondent à des fonctions BNC? C'est excessivement compliqué à dire. Dans le rescrit qu'avait publié l'administration, elle nous parlait de 5% pour les fonctions de direction. Parce que quelle est la vision de l'administration? C'est de se dire, en fait, quand tu es un professionnel de santé ou un avocat ou un expert comptable, il y a 5% de ton temps que tu passes pour tenir l'assemblée, transférer le siège social, faire fonctionner l'entreprise en tant que société. Le reste, c'est ce que tu fais dans le cadre de ton activité normale. Si tu étais avocat en BNC, indépendant, tu ferais la facturation, tu ferais le suivi de tes temps, tu ferais l'encadrement de tes collaborateurs. Enfin voilà, tout ce que tu ferais en étant BNC et que tu fais en étant société relève en fait du BNC. C'est-à-dire qu'il faut que tu démontres que c'est quelque chose que tu n'aurais pas fait, que tu ne fais que parce que tu es en société. Et ça, c'est la rémunération des fonctions de gérant. Le reste, c'est des fonctions qui sont considérées par l'administration comme techniques. C'est la vision qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça veut dire que tous nos clients qui ont une activité d'origine libérale, qui auraient été taxés en BNC s'ils n'étaient pas en société, sont concernés par le problème. On a cru jusqu'à récemment, en vérité, et tout le monde avait cette vision, que le dispositif visait les SEL. Quand le Conseil national du barreau va devant le Conseil d'État, c'est pour dire mais pourquoi est-ce que vous avez étendu ce dispositif aux sociétés de droit commun, ça concerne que les SEL. Le Conseil d'État me dit mais vous n'avez rien compris en fait. Alors il n'écrit pas exactement vous n'avez rien compris, mais on comprend qu'il dit vous n'avez rien compris. Il dit vous n'avez rien compris parce que le vrai sujet, c'est la compatibilité de l'article 62 et de l'article 92. Il réexplique très clairement le truc. Il nous dit l'article 62, ça vise les rémunérations du dirigeant. C'est pas incompatible avec le fait que les revenus provenant d'une activité libérale soient taxés en BNC en activité libérale. Donc les conséquences, elles sont dantesques. D'abord, c'est une surcroît de travail et aller expliquer à nos clients qu'ils sont imposables en BNC alors qu'ils sont gérants majoritaires, c'est un truc de fou. Il va falloir aussi aller expliquer à l'URSSAF que le gars qui est en SAS, régime général et qui paye des cotisations, en fait on s'est planté. Donc il va falloir que l'URSSAF nous rembourse les cotisations et on va le mettre en BNC. Un truc de fou. Donc, je ne suis pas certain que l'URSSAF soit ravi de cette décision. Parce que tous les clients SAS qui ont une activité libérale, TNS. Ils sont TNS en BNC. Donc c'est un truc de dingo. Donc la date d'application, on ne la connaît pas. En théorie, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Ça serait, on pourrait, en théorie, 2017. C'est la première décision du Conseil d'État qui nous dit que c'est comme ça que ça marche. Sauf que personne n'a voulu le comprendre. On n'a pas voulu le comprendre parce que d'abord, c'était... il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, quand on regardait le machin, on s'est dit, non, en fait, ça concerne que les professions libérales. Voilà. Et jusqu'à la saisine du Conseil d'État par le Conseil national du barreau, ils étaient encore sur cette logique de ça concerne que les professions libérales. Et donc, si tu n'es pas en SEL, voilà. Ce qu'on apprend aussi, c'est que la SEL, ce n'est pas une forme juridique autonome. Il n'y a pas d'un côté les sociétés de droit commun, de l'autre côté les SEL. En fait, la SEL, c'est une société de droit commun qui a des dispositions particulières dans ses statuts liées au fait que c'est une profession libérale réglementée. C'est ça le principe d'une SEL. C'est-à-dire qu'on te dit, si tu es avocat, si tu es président, dans ces cas-là, il faut que le capital soit détenu à plus d'un tiers ou des 2 tiers ou les 3 quarts, je ne
ne connais plus le sujet, par des professionnels exerçants. Enfin, voilà, il y a des règles qui ont été rajoutées, et il y a un document qui a été publié par l'administration, qui est un petit livret qui explique comment ça marche, qui rappelle clairement cette situation en disant on a pu croire pendant un moment que la SEL était une société à part des sociétés de droit commun. En fait, pas du tout. La SEL, c'est une société de droit commun où on a rajouté des règles de fonctionnement. Et donc, il n'y a rien qui permet de dire ok, je suis en SEL, donc ma rémunération, je vais la ventiler entre article 62 et BNC. Je suis en société de droit commun, je ne vais pas le faire. Non, il n'y a aucune raison. La raison, c'est que le Conseil d'État nous dit l'article 62, il vise les rémunérations que tu prends en tant que dirigeant, en tant que gérant. Il ne vise pas les rémunérations que tu prends en tant qu'exercice d'une activité libérale. Voilà la situation dans laquelle on est. Quelle est la conséquence de ça ? Évidemment que c'est inenvisageable. Et là, j'imagine que tous les experts comptables partagent ce point de vue, de se lancer le 15 février dans cette opération. On est en pleine période fiscale et on a la facture électronique accompagnée aux entreprises en septembre 2026. Ça n'a absolument, évidemment, aucun sens. On ne peut pas, en claquant des doigts, faire basculer nos clients en BNC, les inscrire à l'INPI, aller leur expliquer les conséquences que ça entraîne. C'est une histoire de fou. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut évidemment que l'administration revienne sur cette décision. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que c'est fait exprès et qu'ils l'ont réfléchi et que c'est volontaire. Moi, je pense que c'est une boulette. Je pense qu'ils n'avaient pas mesuré, personne n'avait compris en fait l'histoire, et je pense qu'ils n'avaient pas mesuré les conséquences de cette histoire. Et que si ça concernait uniquement les professions libérales réglementées, il y en avait déjà les trois quarts qui avaient basculé, professionnels de santé, professions juridiques et judiciaires, le problème était réglé. Il y avait une assimilation du régime des SEL dans le texte pour les sociétés de droit commun, c'est très clair. Donc même ceux qui pensaient que c'était parce qu'ils étaient en SEL que c'était ça le problème, leur problème était réglé puisque c'était déjà la loi qui le prévoyait dans l'ordonnance de 2023. Et donc il restait quoi ? Les experts comptables et les géomètres experts, en gros, pour aller vite. Donc ils se sont dit, bon, ok, c'est bon, on y va. Mais en vérité, la portée, elle dépasse largement notre profession. Si le sujet c'était que les experts comptables, ça serait plus compliqué à les plaider. Mais là, on est face à une situation incroyable. Donc moi je pense que l'administration n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait quand elle a publié cette réponse ministérielle. Elle n'avait pas anticipé et mesuré l'impact que ça allait avoir. Là, évidemment, c'est une paniquage absolue à l'UNAPL partout. J'ai rendez-vous lundi après-midi avec Laurent Martel, directeur de la législation fiscale, pour échanger sur le sujet. Il peut y avoir évidemment une réponse ministérielle complémentaire ou une position d'administration dans un BOFIP qui temporise le truc. Mais compte tenu du raisonnement qui est conduit par le Conseil d'État, qui est de dire l'article 62 définit la rémunération du dirigeant, mais pas le reste. Et le reste, si c'est BNC, c'est des revenus qui doivent être imposés en BNC. C'est seulement une modification législative, en vérité, du texte, qui peut permettre de régler le problème. Alors, est-ce qu'il peut être entendable, possible, d'imaginer que seuls certains professionnels de santé, professionnels juridiques, etc., professionnels réglementés, puissent être soumises à cette réglementation qui serait modifiée ou pas, honnêtement, j'en sais rien, et ça me semblerait compliqué. En vérité, soit l'administration persiste et signe dans le sujet avec les conséquences que ça va entraîner, et je ne sais même pas comment on va faire pour gérer le problème. C'est un vrai casse-tête. Il ne faut pas un changement législatif. Soit il faut tout changer et revenir entièrement sur cette disposition, et dans ces cas-là, sortir complètement de ce dispositif et arrêter. Voilà. Il y a une conséquence au-delà de la complexité que ça entraîne. Au-delà de l'insécurité que ça fait peser. Parce que quand il va falloir qu'on justifie pourquoi on a mis 30% pour les fonctions de gérant, 70% pour les fonctions techniques, ça va être impossible. Enfin, je sais pas, moi j'ai plein de clients, le gars qui est chef d'entreprise, qui facture des prestats à ses filiales, est-ce qu'il agit dans le cadre en tant que dirigeant de la société ou dirigeant des filles? Est-ce que la rémunération, non, c'est le dirigeant de la société qui facture. Donc c'est le dirigeant de sa holding. Le dirigeant de sa holding, c'est 5% de son temps. C'est-à-dire que tout le reste, c'est de la prestation technique, qui est une prestation de direction, en fait. Mais une prestation de direction, c'est libéral comme activité, c'est ni commercial, ni artisanal. Donc il va falloir qu'on arrive à trouver les bons équilibres à chaque fois, dans chaque cas de figure. Une question qu'on s'est posée, on n'a pas creusé la réponse, mais est-ce que ça ne concerne pas aussi les BIC ?
Pourquoi les BNC seraient concernés et pas les BIC? Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement avoir en traitement de salaire, article 62, régime général ou régime TNS, la part relative aux fonctions de direction et le reste imposable soit en BIC, avec une 2031 à faire pour nos clients, soit en BNC une 2035, c'est un truc de fou. On a ouvert la porte. Voilà. Alors peut-être qu'il faut republier la réponse ministérielle cousin qui avait été faite à l'époque pour dire ok, on calme le jeu, on arrête les frais. Voilà. Ou alors peut-être que l'administration... Donc au-delà de cette complexité, cette insécurité, et honnêtement, c'est pas le moment de faire ça. Et quand on va expliquer à tous nos clients les situations dans lesquelles ils sont, je pense qu'ils vont devenir fous. Mais imaginons que voilà, il y a une conséquence fiscale nette, directe, immédiate, c'est que tu perds le bénéfice de l'abattement de 10% que tu as sur tes rémunérations article 62. Donc c'est aussi indirectement une augmentation d'impôts sur les chefs d'entreprise qui exercent une activité libérale. Est-ce que c'est entendable alors qu'on nous explique toute la journée qu'on n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les impôts. En définitive, on augmente les impôts en supprimant l'abattement de 10%. On maintient l'abattement sur les retraités, sur les frais professionnels. Par contre, on supprime l'abattement de 10% pour les dirigeants d'entreprise. On marche sur la tête, c'est une histoire de fou. Donc évidemment, moi j'espère qu'on va être entendu, qu'il va y avoir la possibilité de revenir là-dessus d'une manière que je n'imagine pas, parce qu'on me dirait c'est pas mon problème, mais il faut que l'administration trouve une solution à ce problème. Ça n'a vraiment aucune logique, ni en termes de temporalité, ni en termes de volonté affichée, etc., de supprimer directement, insinueusement, l'abattement de 10% pour les professions libérales qui exercent en société et qui étaient avant, vous voyez, leur rémunération, soit être en traitement et salaire, régime général, soit traitement et salaire, régime TLS. Donc voilà la situation où on en est. On est mobilisé en ce qui nous concerne. On a pris des rendez-vous, on a préparé des courriers pour les députés, on a pris contact avec l'UNAPL, on a pris contact avec tous ceux qui peuvent avoir une communauté de vues. Donc ça, en fait, c'est tout le monde, en fait, j'imagine. Je vois mal quelqu'un venir m'expliquer que c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, donc, on vous tiendra au courant de la manière dont ça évolue dans les jours qui viennent. Moi, mon conseil aujourd'hui, et c'est ce que j'ai l'intention de faire, c'est évidemment de ne pas communiquer auprès de mes clients, ni commencer à les accompagner dans ce changement, tant qu'on n'est pas arrivé au bout des discussions avec l'administration fiscale, qui nous dit ça ne bougera pas, ou c'est comme ça que ça marche, ou qui nous dit ok, c'est effectivement, on n'a peut-être pas mesuré complètement les conséquences du truc, et donc voilà. Donc pour le moment, le mieux c'est de rien faire et d'attendre de voir comment ça va se passer. Donc on ne fait rien pour nos clients professionnels moi, libéraux. c'est ce que je vais faire. Après, Et qu'est-ce qu'on fait pour nos rémunérations d'experts comptables? Ah mais c'est pareil, pour moi c'est exactement le même sujet. Il n'y a aucune raison que les experts comptables soient concernés et pas les chefs d'entreprise qui ont une activité libérale. Aucune. L'argumentation du Conseil d'État qui a été reprise dans la réponse ministérielle, c'est de dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'article 62 et l'article 92, voilà, et qui te dit les rémunérations qui sont issues d'une activité libérale doivent être taxées en BNC. Voilà, c'est ce que dit le Conseil d'État en lisant le Code général des impôts. Explique-moi à quel moment une profession libérale réglementée serait soumise à cette règle et pas une profession libérale qui n'est pas réglementée ne le serait pas. Dès lors que ton revenu est issu d'une activité qui aurait dû être classée en BNC si c'était en indépendant, tu dois la déclarer en BNC, voilà, c'est la règle. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que là, ça va bouger vite. Ah bah j'espère. Voilà. En tout cas, il y a un peu d'écho, et je pense qu'il y aura une mobilisation, et peut-être même de l'URSSAF qui peut être le grand perdant de cette histoire. Mais bien sûr. Bon, sur le chat, il y a évidemment beaucoup de commentaires, ils sont très tristes de ces informations. Ils développent beaucoup de conséquences. Bon, voilà, c'est évidemment passionnant, mais je pense que ça fera l'objet d'autres interventions. Donc on va attendre de voir si on a des positions, des corrections qui viennent, ce qui nous permettra d'ailleurs de savoir qui a raison entre celui qui dit qu'ils l'ont fait exprès et celui qui dit qu'ils ne l'ont pas fait exprès. On verra leur volonté à corriger ou pas cette situation. Alors, pour le coup, l'administration fiscale se fait défoncer sur le chat, mais je le redis, ça me fait penser à un film que j'adorais quand j'étais jeune, ça s'appelait L'effet papillon, c'est un film canadien, j'adorais ce film. Vous savez, l'effet papillon, c'est un battement d'aile d'un papillon au Japon, créer un ouragan aux États-Unis. Et donc là, je le redis, je dédouane l'administration fiscale. C'est un biologiste qui, en 2017, a voulu déduire 2000 € de cotisation Madelin.
qui fait qu'en 2026, on a potentiellement 2 millions de chefs d'entreprise qui doivent déclarer un BNC. C'est un truc de fou. C'est un effet papillon. Mais- On a découvert des paiements dès la semaine dernière, maintenant c'est l'effet papillon. Mais en fait, tu sais, on peut vivre avec une décision du Conseil d'État qui dit un truc qu'on n'applique pas. Hein, honnêtement, et ça c'est de 2017 à 2023, tant que la réponse municipale Cousin n'était pas apportée, personne ne se posait de questions. On se dit, bon, ben voilà, il y a cette décision du Conseil d'État qui dit ça, mais bon, on s'en fout, la position de l'administration, c'est de dire, réponse municipale Cousin, rémunération dirigeant, article 62, paf, TTNS, salut, au revoir. Et donc personne ne se posait de questions. Le fait, le problème, c'est d'avoir voulu se conformer à cette réponse, à cette décision du Conseil d'État et d'avoir rapporté la réponse municipale Cousin. Et là, c'est les dominos et ça devient une histoire de fou. Eh bien, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup à nos deux amis et invités notaires, donc Jérôme Cesbron et Aliénor Deguerre-Benelli. C'est bon? C'est bon. Merci à tous les deux, c'est toujours évidemment un grand plaisir de faire ces lois de finances avec nos amis notaires. C'est toujours des échanges très sympas, des préparations très sympas et des animations dynamiques. Et donc on est ravis d'avoir fait ça avec vous aujourd'hui. J'ai presque envie déjà de vous dire à l'année prochaine, parce que je pense qu'on va revivre la même chose avec un Mogador où on n'aura pas de loi de finances et un webinar un mois plus tard où on aura une loi de finances. Bon, je ne sais pas, on verra. Merci Laurent d'avoir été avec nous aussi ce matin et aussi bien pour la loi de finances que pour la partie des professions libérales. Merci à tous et puis à très très bientôt pour d'autres webinaires de l'Ordre régional des experts comptables de Paris. Merci, bonne journée.